Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Invisible mais tellement nuisible. Dans le cyberespace, lorsqu'on découvre une attaque, il est déjà trop tard. C'est pourquoi la cybersécurité ne peut plus être envisagée uniquement dans un cadre national. L'Europe l'a bien compris et vient de constituer un réseau de coopération baptisé le Cyber Crisis Liaison Organization Network, ce qui donne l'acronyme Cyclone. Pour en parler, je reçois Guillaume Poupard, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, la célèbre ANSSI. Bonjour Guillaume Poupard. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire un point sur l'état de la menace cyber aujourd'hui avec cette crise économique et sanitaire ? En fait, on a deux phénomènes. On a un phénomène de fond avec une menace numérique qui ne fait que croître, et c'était déjà le cas avant la crise de Covid. Et puis cette crise sanitaire qui vient s'ajouter avec des facteurs de complexité qui font que on a plus travaillé à la maison, on est plus dépendant d'outils numériques. Et donc les deux s'additionnent, ce qui fait qu'aujourd'hui la situation est quand même particulièrement inquiétante. Et là, ils utilisent, ces attaquants, plutôt le Covid pour pénétrer des systèmes d'information ? En fait, ça dépend des attaquants. La petite criminalité, les escrocs finalement qui existaient avant le Covid, ils utilisent l'image du Covid pour chercher à vous arnaquer. Donc vous vendent des masques qui n'existent pas, vous vendent des remèdes qui n'existent pas, chercher à vous extorquer un petit peu d'argent, en utilisant finalement ce qui nous intéresse et ce qui nous inquiète en ce moment, c'est-à-dire le Covid. Et puis à côté de ça, il y a les grands mouvements de fond. Deux grands mouvements, les États, qui continuent à se développer dans le cyberespace, y compris à des fins offensives, donc pour faire du renseignement, pour faire peut-être les guerres de demain. Et puis la grande criminalité, qui a compris que par le biais d'attaques informatiques, on pouvait gagner énormément d'argent. Et donc cette grande criminalité, elle s'en prend à nos grandes entreprises aujourd'hui pour chercher à les rançonner, avec des rançons qui peuvent atteindre plusieurs millions d'euros aujourd'hui. Vous avez déclenché une alerte, je suppose, dès mars, le premier confinement. Est-ce que les entreprises ont réagi par rapport à ça ? Les entreprises ont réagi très vite dans le domaine numérique, parce qu'elles ont bien vu que pour continuer à exister, à fonctionner tout simplement, il fallait être capable d'utiliser à fond le numérique pour permettre aux collaborateurs de travailler, et ainsi de suite. Dans ce cadre-là, nous on a déjà des liens avec les cibles principales, qui sont les grandes entreprises françaises, les grandes administrations, mais il y a également des messages qui ont été passés pour alerter ceux qui sont en télétravail, pour qu'ils ne se fassent pas arnaquer, pour qu'ils fassent attention à ce qu'ils utilisent comme moyen, et puis globalement à tous pour leur dire attention, la vidéoconférence, par exemple, qui est très utilisée, qui est très pratique, eh bien, en termes de sécurité, toutes les vidéoconférences ne se valent pas. Donc, c'est des messages comme ça qu'on a passés. Il y a des vidéoconférences sur Zoom, par exemple. Je ne l'avais pas cité. On ne devrait pas tout dire en vidéoconférence. Est-ce que ça veut dire clairement que vous dites aux entreprises qu'il va falloir mettre de l'argent, investir un peu plus encore sur le numérique, d'autant qu'on risque de passer, même après le Covid, sur du télétravail, quoi. De toute manière, télétravail ou pas, Covid ou pas, la question de la sécurité numérique devient une urgence pour les entreprises. Elles l'ont très bien compris d'ailleurs. Donc c'est une question d'argent, mais pas seulement. C'est une question de moyens plus globalement, c'est une question de gouvernance. Ce que je dis aux patrons des entreprises quand je vais les rencontrer, c'est attention, ce sujet, c'est plus un sujet purement technique. C'est votre sujet, c'est un sujet pour les décideurs et c'est un sujet qui va impacter l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Donc au-delà des aspects très techniques, un peu abscons, parfois je le reconnais, au-delà des questions de moyens et d'argent, il y a vraiment une question de réaction pour dire c'est une de mes priorités de gérer la sécurité numérique de mon entreprise. Alors pourquoi cette création de ce réseau nouveau européen alors qu'il existe une agence européenne de cybersécurité déjà ? Alors on fait ça avec l'agence européenne de qui fait le sécurité, secrétariat, je crois, de votre... Exactement, qui met du liant, en fait. L'état d'esprit que l'on a en Europe, on n'a pas une cybersécurité européenne unifiée. Chaque État membre de l'Union européenne reste souverain dans ce domaine-là. Par contre, on a une vraie volonté à travailler ensemble, à travailler en réseau, à collaborer. Et donc aujourd'hui, Cyclone, c'est la concrétisation du fait que les 27 États membres, avec l'ENISA, donc avec cette agence européenne, avec la Commission européenne, tout le monde s'est structuré pour être capable de travailler en temps froid, comme on dit, c'est-à-dire à préparer les crises, à échanger quand tout va bien, mais également en temps chaud, c'est-à-dire que quand il y a un gros problème qui se passe, on anticipe des crises à l'échelle européenne, il faudra qu'on soit capable d'échanger de l'information de niveau stratégique très rapidement, à la fois pour être capable de fournir un message, un état des lieux à nos autorités politiques, qui vont gérer la crise d'un point de vue politique, mais également de permettre aux équipes techniques qui sont au sein des différents États membres d'être efficaces, d'être coordonnées ensemble pour être capables de la traiter. Et je suppose aussi de fournir de la connaissance à la Commission européenne. Exactement. Et cette compréhension de ce qui se passe, elle est essentielle aujourd'hui parce que quand on parle de cyberattaque, finalement, c'est très flou.
pour nos décideurs, pour les différentes autorités. Donc à nous d'apporter quelque chose qui soit activable et pratique pour eux. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 27 ANSSI donc il y a une ANSSI dans chaque État européen, c'est le but. Alors après il y a des subtilités. Pas encore donc. Alors l'État dans les différents pays, on n'est pas au même niveau de maturité, ce qui n'est pas du tout péjoratif, c'est une critique, mais simplement voilà, on a des histoires différentes. Il y a des pays qui ont plusieurs ANSSI, il y en a qui n'en ont pas. Ah oui. Donc l'idée de Cyclone, c'est bien d'avoir un point de contact unique au sein de chaque État membre pour être capable de se parler. Et après, chacun s'organise finalement. Il y a un côté souveraineté nationale qui fait que chacun peut s'organiser comme il veut. Mais avec Cyclone et au préalable avec d'autres réglementations européennes, on avait déjà mis sur la table la nécessité d'avoir comme ça des acteurs comparables à l'ANSSI, qui sont capables de parler ensemble. Je suppose que les pays les plus matures sont la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Alors c'est variable. L'Allemagne et la France et au préalable, le Royaume-Uni était plutôt leader en Europe. On a des pays comme le Pays-Bas, par exemple, qui sont très en pointe sur ces questions cyber, très, très efficaces. Et on a d'autres pays, même des grands pays économiquement, qui ont plus de mal finalement à embrayer et qui le font aujourd'hui, donc qui font plutôt du rattrapage. Et la question, c'est comment tout en préservant la souveraineté des États, comment on arrive à avoir une forme d'homogénéité entre les États membres et comment est-ce qu'on fait en sorte que chacun est capable de travailler avec les autres. Tout ça, c'est pas uniquement une affaire de volonté. La volonté, elle est là aujourd'hui, ça c'est très positif. C'est vraiment une question de préparation, d'organisation, raison pour laquelle on fait des exercices. On en a fait un la semaine dernière. Il faut s'entraîner à se parler finalement. Il faut parler un langage commun. C'est pas forcément évident si on s'y est pas préparé. Donc c'est tout ça qu'on met dans Cyclone aujourd'hui. Il y a une gouvernance ? C'est une gouvernance en réseau. En réseau, ça veut dire qu'il n'y a pas un chef, il n'y a pas un leader qui va dire toi tu fais ci, toi tu fais ça. Donc chaque État membre reste souverain, mais par contre, il y a une organisation qui permet d'être efficace ensemble. Donc c'est plus un travail en réseau, un travail en meute. Plus informel, où chacun s'engage. C'est formalisé. C'est formalisé, mais par contre, il n'y a pas de chef. Donc on est à plat, chaque État membre est quelque part l'équivalent des autres, ce qui nous permet de rester maître de notre destin et en même temps d'exister à l'échelle européenne et de faire face à des menaces qui sont réellement communes aux 27 États membres. Un budget ? Pas de budget, c'est les budgets des différents États membres. Donc ça, c'est côté... Non, mais l'argent ne fait pas tout dans le domaine du cyber. Il en faut. Mais donc, on a de l'argent au niveau national, donc chacun s'organise pour faire ses priorités. Et dans la plupart des États membres européens, c'est une priorité, le cyber. Donc ça, c'est positif. Et de l'autre côté, la Commission européenne met aujourd'hui de l'argent sur la table. Alors, c'est pas dans le cadre de Cyclone, c'est dans d'autres cadres, mais pour développer la cybersécurité européenne, pour développer le numérique en général. Et ça part de la recherche fondamentale. On a des programmes de recherche européens qui sont bien dotés en termes de moyens, jusqu'à au développement d'une industrie européenne de la cybersécurité. Parce que en fait, on parle de sécurité, mais on parle également de souveraineté, beaucoup en ce moment. Et même si on s'entend très très bien avec nos alliés non européens, il y a des domaines comme celui-là où il faut qu'on soit maître de notre destin et qu'on ait nos propres chercheurs, nos propres industriels. Et c'est ça que l'Europe est en train d'inciter en ce moment. Cyclone, c'est un hasard cet acronyme ou ça veut dire qu'il y a aussi l'idée d'être offensif ? Non, c'est pas offensif. Cyclone, je trouve que c'est pas mal parce que quand on l'a entendu une fois, on le retient, ce qui pour un acronyme est une bonne qualité. Tout ce dont je parle est purement défensif. Défensif, ça veut dire on fait de la prévention et on est capable de gérer des crises ensemble. À côté de ça, il y a des services de renseignement, il y a des gens qui font de l'attaque informatique, mais c'est pas nous. Et cette séparation, elle est importante. Mais en Europe, il y a des États membres qui ont des ANSSI qui font à la fois du défensif et de l'offensif. Tout à fait. Donc c'est le partage. Il peut être aussi sur l'offensif. Est-ce qu'on peut imaginer aussi une réflexion sur une labellisation des technologies de cyber, mais là pour le coup au niveau européen ? Exactement. C'est un sujet. On se serait vu il y a 2-3 ans, je vous aurais dit non, c'est un sujet qui est encore national. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Il y a un règlement européen qui est passé, qu'on appelle le Cyber Act, qui met en place justement un cadre permettant de faire de la certification européenne. Et le but, c'est de certifier des produits de sécurité d'abord, pour pouvoir dire ce produit il est bon, ce produit il n'est pas certifié, donc on a des doutes. Et également certifier des prestataires de services, donc des industriels qui sont capables de faire des audits, de faire de la détection d'attaques, de faire ce qu'on appelle de la réponse à incident, d'aider des victimes. Et ça a un sens à l'échelle européenne, parce que faire ça dans chaque État membre séparément, c'est illisible, c'est incompréhensible, ce serait très cher et très compliqué. À l'échelle européenne, ça a un vrai sens. Et donc, c'est ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. On travaille également sur les questions technologiques autour du cloud, par exemple. On parle beaucoup de cloud européen. Eh bien, on est en train de mettre en place une certification européenne pour les technologies nuagiques, comme on dit en bon français, donc les technologies de cloud, ce qui va permettre aux utilisateurs, aux clients, quelque part, de voir qu'est-ce qui est recommandé à l'échelle européenne et à l'échelle nationale pour faire de la sécurité. Sur des produits européens ?
sur des produits européens, on l'espère. Uniquement ? Pas uniquement. Pas uniquement. D'accord, donc ça peut être des produits certifiés, mais fabriqués par nos amis anglo-saxons, Bien etc. sûr. L'idée, c'est d'aller vérifier véritablement en profondeur si on peut faire confiance ou pas à ces produits. Et donc, notre notion de la souveraineté, c'est pas une notion de protectionnisme. Souveraineté, ça veut dire qu'on veut être maître de nos destins, donc évidemment avoir nos propres technos, ou bien s'appuyer sur des technos de confiance qui peuvent venir de partenaires non européens. Et je suppose qu'il pourrait y avoir aussi des technos chinoises ou pas alors ? C'est pas exclu. C'est pas exclu. C'est pas exclu. Ce serait probablement illégal d'ailleurs de l'exclure a priori, mais ça se regarde, sincèrement. Ouais. Non, vous rigolez, mais ça se regarde de près. Après, on a besoin d'être convaincu. Et pour être convaincu, c'est pas juste des discours. Il faut vraiment qu'on puisse aller voir en profondeur quel est le vrai niveau de sécurité et de confiance que l'on peut avoir dans les services, les produits, les prestataires. Et c'est ça le travail de la certification. Merci beaucoup Guillaume Poupard pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Le 25 octobre, les Chiliens participeront à un référendum historique pour changer la constitution adoptée durant la dictature de Pinochet. Ce vote est l'aboutissement d'un an de manifestations, auxquelles le gouvernement a répondu par une répression violente. 31 morts, des milliers de blessés, dont 468 personnes qui ont perdu un œil par des tirs de policiers ou de militaires. Ces éborgnés sont devenus les martyrs du mouvement social chilien. Nos reporters sont sur place au Chili pour rencontrer ces éborgnés et mesurer la colère de la jeunesse chilienne. Reporter, présenté par Antoine Cormery, à voir sur France 24 et france24.com. Selim et sa grand-mère sont heureux de se retrouver. En respectant certaines règles, ils peuvent à nouveau se voir, se parler, mais aussi rire et s'amuser ensemble. Le virus circule toujours. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts. Ensemble, restons prudents. Besoin d'aide ? 0800 130 000, appel gratuit. Ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.